de ce que j'ai compris. Mais le vrai mec, il vend tellement de rêves à sa femme qu'il s'inquiète pas de savoir qui la convoite quand elle se balade dans la rue, parce que il entretient l'amour au jour le jour et irrigue les graines de la tendresse avec l'arrosoir de la passion. Vous pouvez y voir une métaphore sexuelle si vous voulez. Parce que sinon, je veux dire, c'est trop facile. Tu choisis ta femme quand elle a 12 ans, tu la mets sous tente et après tu t'en occupes plus. Mais je pense qu'en Occident, on fait pas tout juste non plus. On a aussi pas mal à apprendre d'elles et d'eux, notamment au niveau de la mode. Je veux dire, entre le voile intégral et Miley Cyrus et Lady Gaga à poil dans la rue, il doit y avoir un juste milieu quand même. Mais je trouve débile le voile, Michel, mais je trouve encore plus débile de l'interdire. Déjà, vous pensez que ça va améliorer les conditions de vie et la liberté de ces femmes si les maris ont le choix entre les laisser sortir sans le voile ou les garder enfermés dans l'appartement avec le voile? À votre avis, ils vont faire quoi? Ils vont choisir de se rebeller contre tout ce qu'ils ont connu depuis des générations ou ils vont se faire un abonnement sur le shop? Pour une fois, en Suisse, on pourrait être un exemple de tolérance et une influence positive au lieu d'être la risée du monde entier avec nos lois ridicules. Parce que moi, Michel, parfois, j'ai honte d'habiter dans un pays où on considère que les criminels les plus dangereux, c'est les femmes voilées qui construisent des résidences secondaires en forme de minarets et qui refusent d'acheter un compagnon pour leur cochon d'Inde. Merci Thomas Wiesel. Je vous en prie. Est-ce qu'on porte le voile chez les ramadans, Tariq Ramadan? Enfin, les femmes, j'entends. Hein. Certaines, oui, d'autres non. Vos C'est-à-dire filles, que la première, la plus âgée, oui. La deuxième est jeune, non. Elle décidera toute seule, comme l'a fait la première. Et d'autres de mes tantes, de mes nièces et autres, certaines le portent et d'autres ne le portent pas. Et c'est peut-être ça le plus important dans toute notre discussion maintenant. Parce que j'entends bien qu'on peut être pour ou contre et qu'on doit... on doit prendre la position qui est celle du droit. C'est ce que j'ai toujours défendu dans tous les débats qu'il y a eu en France, comme sur ce débat sur le niqab, parce que moi je ne pense pas que c'est islamique de couvrir le visage, mais ma position de principe elle est très simple. Quand une femme veut le porter, il faut qu'elle ait le droit de le porter, et si une femme décide de ne pas le porter, il n'appartient ni à sa famille, ni au gouvernement. C'est pour ça que j'ai pris des positions contre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en disant imposer le foulard, le port du foulard à toutes les femmes, c'est totalement contre le droit. C'est un acte qui doit être individuel. Et c'est pour ça que, je dirais, la nuance que j'aurais par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est pas toujours les hommes qui décident. Vous avez des femmes... Moi, vous savez, j'ai pris position contre le niqab en France. En même temps, j'ai pris position contre la loi qui voulait l'interdire dans la rue. Et j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi me dire mais attendez, c'est mon choix. Moi, je veux le porter. Et même si moi, je suis contre, mon travail et le travail que nous avons à faire, c'est un travail pédagogique. C'est pas un travail légal. Mais quelle est la proportion de contraintes chez les femmes? C'est-à-dire, on sait que certaines femmes le portent alors avec joie, épanouissement, bonheur et fierté. D'autres, probablement pas. Alors ça, on ne peut pas le savoir. On le sait par exemple, dans des États comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran où c'est imposé par la loi, ça on sait qu'énormément de femmes le portent contre leur volonté. Par contre, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés comme la société suisse, vous avez des femmes, vous asseyez avec elles, elles vous diront mais c'est mon choix. Donc, et d'autres qui vous diront c'est peut-être la famille. Comment voulez-vous décider de la conscience des gens si ce n'est au cas par cas? Parlez aux gens, prenez la possibilité d'entendre ce qu'elles ont à vous dire. Et quand une femme vous dit en conscience et de cœur, je pense que c'est ce que requiert ma foi, eh bien la seule chose que vous avez à faire, c'est de respecter et de vous taire tant qu'elle ne vous impose rien et que rien ne lui impose. Quel est d'ailleurs le sens du voile? Moi, j'avais cru comprendre, pour aller un peu dans le sens de Wiesel, mais pas tout à fait, en plus grave, que c'était surtout une manière d'épargner aux hommes les affres de la tentation, car la femme est avant tout tentatrice. Ça dépend laquelle, hein. Oui, on est bien d'accord. Enfin. Là, vous faites un mélange entre différentes traditions religieuses. On n'a pas du tout dans la tradition musulmane l'idée de la femme tentatrice. Par exemple, toute l'histoire du péché originel d'Ève et tout ça n'existe absolument dans la tradition musulmane. Et d'ailleurs, dans la tradition originelle, c'est peut-être même plus l'homme qui a été le tenté avant la femme. Donc, on n'a pas du tout cette idée-là. Donc après, vous avez un discours masculin qui vous dira ceci. Nul ne peut nier que parmi les musulmans, vous avez eu des savants mâles qui ont mis ça en évidence, c'est-à-dire mis la question de la tentation. Mais quelque chose de beaucoup plus profond que ceci et dont seuls peuvent vous parler en fait les femmes dans leur expérience spirituelle, c'est-à-dire ce travail par rapport à l'ego, ce travail par rapport au divin, ce travail de la relation au divin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'homme, qui peut être un cheminement spirituel que vous pouvez avoir. Si vous parlez à des femmes qui sont des chrétiennes et qui ont fait, par exemple, la décision d'être des femmes qui sont par exemple, comme des nonnes,
elles ne vous parleront pas dans leur relation de la question du Attendez, de il y a une différence entre, chez les catholiques, entre une nonne qui fait vœu, qui s'engage, etc., et une femme civile, laïque. Attention, il y a une différence dans ce que va être... Oui. Non, ça va être une différence dans ce... Parce qu'en même temps, en l'occurrence, en islam, on n'a pas du tout... Le vœu de chasteté n'existe pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que spirituellement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous dit qu'elle le fait par rapport au regard masculin, ou elle vous le dit qu'elle le fait dans sa relation au divin? Donc c'est ça que je veux dire. Je veux dire que la justification, elle n'est pas simplement par rapport à l'homme. Elle est aussi une dimension spirituelle profonde. Alors que cherche l'islam radical lorsqu'il impose dans certains pays le voile ou le niqab ou ce qu'on voudra? Alors on a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il cherche? On a un vrai problème aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes et même dans la compréhension de l'islam. D'abord parce qu'on a nul ne peut nier qu'on a un discours qui est d'abord masculin. Et que ce discours masculin, il a pour vocation de mettre en évidence souvent les limites et les impositions. Donc déjà, le premier problème que nous avons, c'est penser l'islam non pas par le sens spirituel, mais par simplement les impositions, la pensée dogmatique. Et quand elle est masculine, cette pensée dogmatique, la première cible, ça va être les femmes. Deuxième des choses que nous avons, c'est cette idée que la culture occidentale se répand avec force partout, elle vient de partout, et donc première attitude défensive, quel est le chaînon le plus faible? Ça va être les femmes. Donc il va falloir protéger les femmes. Donc, et en plus historiquement, c'est faux. Pourquoi les femmes? Mais ça, c'est attention, c'est la pensée. Mais vous me pensez la pensée de ceux qui sont les plus radicaux. C'est le président de la Confédération actuellement qui dit que l'armée est là pour protéger les femmes qui sont faibles. Les êtres faibles, donc les femmes, les enfants. La pensée masculine ou la pensée littéraliste ou la pensée radicale va pouvoir penser ceci. Or, historiquement, on est en train de s'apercevoir que c'est pas vrai, que les chaînons les plus forts de n'importe quelle société, c'est souvent le substrat féminin qui le protège. C'est la femme qui a été beaucoup plus la mesure de la protection culturelle et spirituelle que l'homme, mais c'est une réaction masculine en pensant que c'est en protégeant les femmes de cette façon-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'appelle même les musulmans à dire mais regardez ce qui est en train de se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes, sans exception. Partout où les femmes atteignent à l'éducation. Ici, en Occident, où les femmes atteignent à l'éducation, c'est elles, aujourd'hui, qui sont plus les garantes de la spiritualité que les hommes, qui sont souvent les garants de la limite. Et c'était elle qui était sur le place Tahrir, et c'était elle qui était en Tunisie, pas seulement. aux premières lignes. Il y avait quelques hommes, quand même. Vous devez être un très bon prof. En même temps, avec les burkas, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes dessus. Enfin. Bon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Oui, pardon, voilà, l'heure est grave. Pourquoi Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais commencer par remercier chaleureusement la radio-télévision suisse pour nous accueillir, El Soda Wiesel qui m'a invitationné, et puis aussi ainsi que également les responsables logistiques qui ont préparativé la subsistance de ce matin. J'ai moi-même consommé un croissant, un café, un verre de jus d'orange, et les deux objectifs ont été atteignés. C'est-à-dire que définitive, 1, il y a que je suis rassasié, et 2, c'est que j'ai pas taché mon uniforme. Justement, alors pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez nous décrire cet uniforme? Mais tout à fait, mademoiselle Durand-Valade. Suffisait de demander. Alors pour commencer, on a les bottes KS dans lesquelles viennent s'enfiler les pantalons olive. Après, on a la ceinture olive également et la veste olive et orange. Et on a la casquette ou alors, suivant la mission, le casque orange. Je suis un peu jalouse pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. C'est extrêmement moche. J'en ai les yeux qui brûlent. Oui, ben c'est un uniforme pratique. Hein. Je veux dire, c'est fait exprès que c'est pas tout à fait le summum du sommet de l'esthétif. Je veux dire, comme ça, nos soldats, ils perdent pas de temps à draguer des minettes. C'est scientifiquement impossible de séduire une femme avec l'uniforme de la PC. Bon, le seul problème, c'est que ça attire les guêpes. Il y en a qui ont eu des accidents avec ça, mais bon. Comment on dit, on peut pas avoir le beurre et le beurre fondu, hein, comme on dit. Oui, on dit ça, oui. Mais bon, au-delà de l'uniforme contraceptif, qu'est-ce que la protection civile, au juste? La protection civile fait partie du système coordonné de la protection de la population et vise à accomplir des missions d'appui, d'assistance et de protection avec l'aide des partenaires. Oui, donc d'accord. Mais enfin, en des termes compréhensibles, ça sert à quoi? La protection civile fait partie du système coordonné de la... D'accord. Et qui compose l'APC, alors? Des jeunes hommes qui ont été déclarés inaptitudés et pas adaptionnés à l'armée. Bon, déjà, je tiens à corriger tous les tracteurs qui disent que la PC rassemble tous ceux qui ont fait preuve d'ingéniosisme et de rusté au recrutement, en prétextant je ne sais quelle excuse ou fabricatude de leur imaginativité pour pas faire l'armée, hein. C'est faux. À la PC, il n'y a pas seulement des gens qui n'ont pas voulu faire l'armée, hein. Parmi mes collègues gradés, il y a plein de gens qui n'ont pas pu faire l'armée. Pour des raisons psychologiques, physiques, intellectuelles ou grammaticales. Je tiens également, en même temps, et ensuite, à répondre à ceux qui disent qu'à la protection civile, c'est des glandeurs. Et ma réponse s'articulise en 3 points. Numéro 1, c'est pas vrai.
Numéro 2, je suis pas d'accord. Et numéro 3, se référer aux points 1 et 2 ci-dessus. Bon, alors, par exemple, vous avez fait quoi cette semaine? Les cours de répétition de cette semaine, c'était pour les soldats de suivi de situation. On a effectué des formations, des exercices et des refreshs sur différents technismes qui permettent de suivre une situation en cas de catastrophe, comme un incendie, une inondation ou une pénurie de vin blanc dans le réfrigérateur de la salle des officiers. Ah, ouais. Et c'est quoi ces techniques? 1. Tenue de carte, à l'endroit si possible, parce que sinon on va chercher midi ailleurs si j'y suis, comme on dit. 2. Communication radio, mais pas radio comme vous ici. Vous écoutez la première, bonjour, bon appétit. Mais radio dans le sens contrôle pour équipe. Répondez, vous m'entendez, vérification vous répondez, c'est Capitaine Bonheur. Et 3. Pose de ligne téléphonique. Parce que, s'il y a des pirates, du terrorisme qui attaquent de façon électronique le système des communications, il n'y a rien de tel que des téléphones de campagne et des kilomètres de câbles. Parce que c'est imperméant aux attaques, ça. Bon, enfin, sauf s'ils ont une paire de ciseaux pour couper le câble. Mais bon, c'est pour ça qu'on confisque les ciseaux aux terroristes dans les avions, Vous voyez, pas folle la grimace du vieux singe, comme on dit, Ah, pas de panique, messieurs, dames, pas de panique, messieurs, dames. Alors, pas de panique, c'est juste le lieutenant Razono qui m'appelle pour la partie de chibre qui va commencer. Alors oui, on utilise l'alarme de la ville, parce que moi je comprends rien, c'est GSM, MMS, moi c'est trop complicatif. Bon, moi je fais là, parce qu'on peut pas jouer au chibre à 3, comme on dit, le carrosse à 3 roues, n'abasse pas mousse, comme on dit, Allez, à plus. Mais bien, il est bien ce Bonnard, Ouais, on comprend Il est bien. Bonnard. Il est Bonnard, ce Bonnard. Vous avez fait l'armée, Tariq Ramadan? Non, j'ai Décidément. fait la protection civile. Ah oui, pas d'armée en camp américain en Afghanistan, pas en Arabie Saoudite, dans un camp secret. Non, mais j'ai été moi-même surpris parce que je suis intolérant au lactose et ça a suffi pour me dire que j'étais inapte. J'ai jamais entendu. Il en faut peu quand même. Alors, des excuses à la con pour pas faire la j'ai entendu. Non, mais Alors, je suis moyen. C'est notre premier point commun, monsieur Ramadan. Je suis très contente. Comme quoi, il y a des gens qui font des grandes choses avec des handicaps comme ça. Vous ne faites pas l'armée Ça non donne plus, espoir, Rolman. voilà. Vous faites l'agence, ça suffira. Tout récemment, Tariq Ramadan, l'islam radical, l'islam terroriste, a à nouveau fait parler de lui à Nairobi. On ne va pas énumérer les attaques de ce type, de plus ou moins grande envergure. Que veulent ces gens qui se réclament alternativement de divers courants islamistes? Bunion nous en a cité quelques-uns tout à l'heure. Il y en a énormément. Mais enfin, que veulent-ils? Que veulent-ils? Écoutez, ça devient le message devient de moins en moins clair. Je veux dire, on a su toute la montée de Al-Qaïda avec ce qui s'est passé en 2001, puis ensuite il y a aujourd'hui, ça s'est complètement ça a complètement implosé. On a plein de mouvements, des cellules, on ne sait pas très bien qui sont ces jeunes et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et puis, il y a plus spécifiquement, lié à certains pays, des demandes qui sont... alors, ça a pu être le fait de faire sortir les étrangers, ensuite d'appliquer une version extrêmement fermée de leur compréhension de la charia. Mais au fond, si vous écoutez effectivement le propos, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent d'autre que simplement se confronter à l'Occident dominant et à imposer une lecture ou une référence musulmane dont en fait la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que ces interventions sur la scène internationale sont très médiatiques et très visibles qu'ils représentent quoi que ce soit parmi les musulmans. Ça reste totalement marginal. On comprend plus parce qu'au début, quand il y a des révolutions, c'est les gentils, les révolutionnaires. Puis après une année, hop, ça devient les méchants parce qu'ils reprennent le pouvoir. Et alors, on se croirait en Amérique centrale dans les années 80. Alors, simplement une chose, il faut faire la différence entre ceux dont on parlait. Moi, je fais la différence entre ceux dont on parlait aujourd'hui, c'est-à-dire juste à l'instant sur les radicaux et les violents, ceux de Nairobi, ceux qui sont dans la violence et qui tuent, et puis d'autres mouvements islamistes avec lesquels vous pouvez être ou ne pas être d'accord. Moi, j'ai fait la critique, alors en l'occurrence, vous avez rappelé ma filiation, mais j'ai fait la critique. Nairobi, c'était ceux du Mali au départ.